Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer pour venir entendre le concours étudiant de l'ACPER. Je suis très content que ça suscite quand même un intérêt, même si on est certain que ce que les gens vont dire ici, ça ne va peut-être pas décider les politiques de demain, mais moi je suis convaincu que ça va décider les politiques d'après-demain. Donc, on va commencer maintenant. Évidemment, dans les 2 derniers jours, on a entendu des gens qui sont des décideurs, des gens qui développent, qui opèrent des projets, puis qui veulent en développer, en opérer plus, des projets en énergie renouvelable. J'ai été agréablement surpris de la qualité, de la pertinence des échanges que j'ai eus avec tout le monde dans la salle. Puis, ça fait depuis 2003 que j'œuvre dans le secteur de l'énergie au Québec. Et je suis étonné de voir comment l'ACPER réussit à mettre dans une même salle, dans un même lieu, des gens qui ont vraiment à cœur cette industrie-là pour apporter des solutions. Puis, bravo et merci de moi me donner l'opportunité de parler un petit peu. Par contre, cet après-midi, ça ne sera pas à propos de nous, ça va être à propos du futur des jeunes. On a à l'ACPER, depuis maintenant 6 ans, mis en place un concours étudiant. Ce concours étudiant-là vise à promouvoir la transition énergétique auprès des chercheurs de toutes les universités du Québec et aussi auprès des jeunes et de la population en général. L'ACPER réalise ce super concours étudiant-là, non pas seul, mais bien avec le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Et on les remercie de nous appuyer et surtout d'appuyer les étudiants et les chercheurs à faire valoir les principes de transition énergétique partout au Québec. Cette année, à chaque année, le concours croît, grandit. Cette année, l'ACPER a reçu 58 candidatures provenant de 14 universités au Québec. Lorsque moi-même, j'ai fait les petites statistiques, je me suis dit, 14, y a-t-il vraiment 14 universités au Québec? Il y en a quelques-unes d'autres. Cette année, la petite dernière nouvelle, c'était l'université Bishop. Donc, franchement, la richesse des candidatures, la variété des institutions d'enseignement démontre que la transition énergétique, l'énergie renouvelable est quelque chose qui est important pour beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants sur l'ensemble du territoire du Québec. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre de l'avant. Ce n'est pas seulement, bien sûr, des ingénieurs qui ont soumissionné leur candidature à notre concours. On a des chimistes, des gens en gestion, en mathématiques, en santé publique, en sciences politiques et en innovation sociale, pour nommer quelques disciplines. Donc, encore une fois, beaucoup de spécialisations, beaucoup de champs de recherche s'intéressent à nos enjeux. Les enjeux de transition énergétique et d'énergie renouvelable ne sont pas que des enjeux techniques, il y a des enjeux aussi sociaux et politiques, économiques, financiers, et on est très content à l'ACPER de favoriser l'inclusion de l'ensemble de ces spécialisations pour répondre à des solutions, à des problèmes, que vivent les gens aujourd'hui. À travers toutes les activités qu'on a vues, notamment la main-d'œuvre, c'est pas en étudiant en génie nécessairement qu'on va solutionner des enjeux de main-d'œuvre. Ça va prendre des compétences en gestion. Ça prend aussi des compétences juridiques pour solutionner les enjeux. On avait un atelier sur la réglementation. Donc, c'est important pour nous de diversifier la vision qu'on a de la transition dans les énergies renouvelables. Place au concours maintenant, j'ai assez parlé. Ce concours-là réunit les finalistes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la finale du concours. On a réuni nos 12 finalistes qui sont assis ici à la table d'honneur. Je vous les présenterai à tour de rôle lorsqu'ils vont venir sur scène. C'est un concours. Il y a un jury. Ce jury-là est composé de 5 personnes. Je vais vous les présenter très rapidement. Madame Viviane Maradji, elle est conseillère principale en développement durable chez Kruger Énergie. Elle est détentrice d'une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal. Elle s'est jointe à l'équipe de Kruger Énergie en 2018 et œuvre en tant que directrice développement durable et responsable de sa stratégie ESG. Et je pense qu'à peu près tout le monde sait qu'elle est maintenant présidente du conseil d'administration de l'ACPER. Je pense que vous avez été présenté au moins 3 fois que j'ai vu.
Monsieur Frédéric Côté, directeur général d'Energica, il est détenteur d'un MBA à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Côté est un joueur majeur dans le développement des énergies renouvelables au Québec et au Canada. Son organisation Energica intervient auprès des décideurs des PME, tant au Québec qu'au Canada. Ensuite, Mathieu Wanman-Gagnon. Mathieu est conseiller en stratégie de transition énergétique autochtone au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, faune et parcs. Ce nom de ministère-là s'assure que toutes les personnes qui parlent à un micro ont la bouche sèche après avoir nommé ce titre. Mathieu est détenteur d'une maîtrise en génie mécanique de l'Université McGill. Il a commencé sa carrière en ingénierie de structure avec une expertise dans l'analyse par éléments finis. Depuis, il a géré et développé de nombreux projets de recherche et d'aide technique touchant les énergies renouvelables. Enfin, M. Patrick McNeil, il est diplômé en génie chimique à l'Université Laval. Patrick a travaillé en industrie lourde à titre d'ingénieur de procédés et ingénieur de projet pendant 18 ans. Depuis 2020, il coordonne également les travaux de modélisation des émissions de GES au MELCC FP. Et enfin, le dernier juge, moi-même, analyste principal à l'ACPER, on m'a nommé sur ce jury parce que j'occupe le poste d'analyste principal et non pas tant parce que j'ai une bio aussi impressionnante que les autres membres du jury. Donc, merci aux membres du jury pour leur implication bénévole dans cette activité-là. C'est important, c'est apprécié. Félicitations aux finalistes d'être présents. Je les ai déjà rencontrés, je tiens à le dire devant tous. Être finaliste, c'est déjà gagner quelque chose, vraiment. Je suis très jaloux de votre parcours académique. J'ai très hâte de vous entendre parler de vos projets. J'ai eu la chance de voir un peu les présentations et je pense que tout le monde va être intéressé. Donc, j'ai assez parlé. Maintenant, on va commencer. Donc, il y a 12 finalistes. La façon que ça fonctionne très rapidement, chaque finaliste va être appelé à monter. Chaque finaliste peut présenter une seule présentation, diapositive, merci, et a 3 minutes pour faire sa présentation. C'est un concours qui met de l'avant des capacités de faire valoir l'importance de la transition énergétique et qui aussi permet à des jeunes de se distinguer par leur capacité à vulgariser leurs connaissances, puis à transmettre à un auditoire ces dernières connaissances. Donc, c'est pour moi. La première personne finaliste à notre concours, Mme Salmata Diallo, je vous inviterai à monter sur scène. Salmata est titulaire d'une maîtrise en eau, énergie et environnement, option technologie de l'eau et de l'assainissement. Elle est originaire d'un pays sahélien et elle est particulièrement sensible aux questions de changement climatique et de transition énergétique. Je vous laisse la parole, à vous. Ce soir, je vous ai apporté la clé de la transition énergétique. Je m'explique. Le pétrole sera progressivement remplacé par des quantités astronomiques de métaux dits critiques et stratégiques comme le cobalt, le lithium, le cuivre et surtout les éléments de terre rares qui sont nécessaires à la fabrication des éoliennes, des panneaux solaires photovoltaïques, des voitures électriques et tout ce qui entre dans la digitalisation de nos sociétés. Mais certains de ces métaux sont très peu concentrés sur la terre ou mal repartis. Pire, ils viendront même à manquer. Question, comment on fait donc pour s'assurer de la transition énergétique si chère à la province du Québec? Je me suis dit, il faut qu'on trouve rapidement d'autres sources de métaux. Et pour cela, il y a plus de 8 millions d'habitants au Québec. Et chacun d'entre nous possède au moins un téléphone cellulaire ou une tablette électronique qu'il change une fois tous les 2 ans. Voyez-vous, il y a pratiquement tous les métaux dits critiques et stratégiques dans un téléphone cellulaire et dans une tablette. Mieux, il y a 10 fois plus d'or, 5 fois plus de nickel, de cuivre et d'éléments de terre rares dans un téléphone cellulaire que dans n'importe quelle roche que vous allez faire sortir du sous-sol. Et ça va en droite ligne avec l'objectif 2025
de la province du Québec, qui est de devenir le chef de file en économie circulaire en récupérant des déchets électroniques comme les téléphones, les métaux stratégiques et en les réintroduisant dans le circuit de fabrication de nouveaux équipements. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que nous avons mis au point un procédé hydrométallurgique avec l'eau et des produits chimiques qui permet de récupérer à la fois l'ensemble de tous les éléments importants contenus dans vos vieux téléphones cellulaires et tablettes. C'est une première à ma connaissance au niveau du Québec et nous pouvons quand même être fiers. Vous l'aurez compris, l'objectif de mon travail est de sécuriser l'approvisionnement en métaux critiques et stratégiques et par la même occasion réduire le coût écologique lié à l'exploitation minière ou à la gestion parfois inappropriée de nos déchets électroniques. Pour revenir à ma clé, 2 grandes prochaines étapes pour l'affiner. Mettre mon procédé à l'échelle pilote, puis envisager l'échelle industrielle. Mais en attendant, je vous dis, amenez-nous vos anciens appareils, afin qu'ensemble, nous puissions pérenniser la transition énergétique dans cette belle province. Je vous remercie. J'inviterai les membres du jury qui peuvent avoir une question à poser une question à la finaliste. Ça fonctionne, oui. Merci. En fait, j'aimerais savoir le procédé dont il est question ici. Quels sont les avantages par rapport aux autres procédés qui existent présentement, là, qui sont déjà à une échelle de commercialisation, par exemple? Merci beaucoup pour cette question. Le procédé hydrométallurgique utilise l'eau et des produits chimiques, donc c'est très facile de le contrôler. Et comparé à ce qui existe déjà à l'échelle industrielle, comme ce qui se fait dans des fonderies comme Orne, qui utilisent en fait de fortes températures. Et en ce moment, on ne va pas aller récupérer tous les métaux. On va aller juste cibler un groupe de métaux et là, on a des pertes. On perd les autres métaux. Et en plus, on a la chance, avec les procédés qui utilisent de fortes températures, d'émettre des émissions de gaz, notamment les furanes et les dioxines qui sont très toxiques à l'environnement. Et un autre élément, quand on utilise les procédés hydrométallurgiques, on fait une récupération en boucle, ce qui nous permet de sauvegarder en fait la quantité d'eau. Avec ça, on divise par 20 la quantité d'eau qui était nécessaire initialement à fabriquer le cobalt qui permet à nos voitures électriques de rouler, comparé extraction minière à recyclage. Et là, un autre élément très important, c'est que là, nous ne récupérons pas, avec ce procédé que je dis, est vraiment une première au Québec, qui a fait même l'objet d'un brevet. Et nous ne récupérons pas juste le cuivre ou bien l'or, comme va faire la fonderie Orne. Mais nous, on va récupérer le cuivre avec une grande pureté, l'or avec une grande pureté, l'argent, le nickel et surtout les éléments de terre rares. On sait que les éléments de terre rares sont le pétrole du futur. Merci. Merci. Bravo, merci. Le prochain finaliste est M. Léo Lamy-Laliberté. Léo est candidat à la maîtrise en génie industriel. Léo a étudié au cours de son parcours les concepts de développement durable, de l'optimisation et de la modélisation financière. Il s'intéresse à la manière dont la finance et la technologie peuvent répondre aux défis de demain. À l'aide d'algorithmes, il détermine la meilleure manière de décarboner les industries québécoises. Monsieur Laliberté, le micro est à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais féliciter les autres finalistes avec moi ici. Tous vos projets sont plus intéressants les uns que les autres, en fait. Je pourrais prendre l'entièreté de mon 3 minutes pour vous parler des difficultés associées à la transition énergétique, vous parler du fait que le secteur industriel compte pour 30 % des émissions de gaz à effet de serre, vous dire qu'on ne peut pas l'électrifier directement, c'est pratiquement impossible. Mais ça, vous le savez déjà. En fait, ce que je vais vous présenter en ce moment, c'est un projet qui me tient à cœur, un projet qui allie l'économie circulaire et l'intelligence artificielle afin de décarboner les industries lourdes. Comment ça fonctionne? En fait, l'objectif, c'est de développer un modèle d'optimisation, donc un algorithme qui va connecter les entreprises entre elles afin qu'elles puissent s'échanger d'énergie. Pour le faire, ce qu'on peut voir sur la slide juste là, en fait, c'est qu'on prend les données des entreprises d'un parc industriel, leur profil de consommation à long terme, si on veut, les grandes tendances des industries, et on connecte ça avec l'ensemble des technologies propres qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi qui apparaîtront demain, des paramètres financiers et économiques. Et ces 36 millions de paramètres-là, en fait, nous donnent, si on veut, la meilleure manière à long terme de décarboner les entreprises d'un même secteur, d'un même parc industriel. On peut le voir un petit peu sur la slide à droite, ça nous donne un réseau d'entreprises, en fait, interconnectées entre elles qui peuvent valoriser leur rejet d'énergie. Et on sait que ce réseau-là est optimal. Le projet, en fait, a fait ses tests dans un projet pilote dans le parc industriel de Bécancour et les résultats sont hyper intéressants. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des bénéfices absolument intéressants dans ça. On voit qu'il y a des milliers de tonnes de GES qui sont présentés et évités à chaque année. On a des centaines de millions de dollars aussi en bénéfices nets pour les entreprises qui participent au projet. On a même remarqué que dans certains cas, il y a des compagnies qui étaient capables d'augmenter leur capacité de production, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est sans parler de la quantité d'énergie qui est sauvée. À chaque année, les compagnies ont besoin de beaucoup moins consommer en amont dans le parc industriel. Parce que, ultimement, la transition énergétique, on l'a entendu parler aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut produire plus, mais il faut aussi consommer moins. C'est un peu là le projet. Pour terminer, là, je ne vous en laisse pas plus que ça. Il y a un petit dicton que j'aime bien, en fait, qui dit que ça prend comme tout un village pour élever un enfant. Bien, en un certain sens, ce projet-là, c'est mon enfant, puis à partir de maintenant, eh bien, c'est vous le village. Merci beaucoup. Oh, attends un petit peu. C'est tellement intéressant. Je suis certain que les jurys ont une question pour vous. J'essaie de m'en tirer, mais j'écoute vos questions. Avez-vous essayé de voir un peu si vous appliquez cette approche-là à l'ensemble du Québec, compte tenu des divers parcs qu'il y a en place? Quel pourcentage de réduction on aurait, par exemple, pour les émissions de combustion industrielle? Ou, je ne sais pas si ou c'est une prochaine étape peut-être qui suivra, je ne sais pas. Oui, bien, c'est une très bonne question. En fait, j'aimerais avoir le chiffre par cœur, c'est certain. On l'a testé dans le cadre du projet dans le parc industriel de Bécancour. Et juste ça, c'est des très grandes réductions de GES, mais c'est surtout des bénéfices économiques parce qu'on fait de l'écrêtage aussi, il y a beaucoup de coûts sauvés. Des milliers de tonnes, pour eux, ça représente peut-être 15 à 20 % je vous dirais, des émissions de gaz à effet de serre du parc qui sont économisées. Mais vraiment, je n'ai pas la réponse là, pour l'ensemble du reste des parcs. Non, c'est bon, en pourcentage, ça donne une idée. Mais aussi, peut-être comme suggestion de suite, ça serait intéressant de voir justement combien il y a de parcs au Québec, puis ce modèle-là serait réplicable, jusqu'à quel point, là, bref. Ouais. Mais peut-être que je peux vous répondre autrement. Je sais qu'au Canada, si on étend un petit peu le marché, il y a une vingtaine de parcs de cette ampleur-là, du parc de Bécancour. Il y en a 260 quelques au Canada en entier, mais vraiment des gros parcs comme ça, il y en a une vingtaine. Puis les bénéfices nets, ça j'ai la réponse en fait, c'est l'ordre de 5,5 milliards de dollars économisés pour ces industries-là. Donc, c'est-à-dire que la transition économique, la transition énergétique, pardon, c'est un drôle de lapsus, mais c'est une opportunité économique pour tout le monde là, au Canada en fait. Super, merci. Merci beaucoup. Notre prochain finaliste, c'est M. Robin Chaubier. Bientôt diplômé à l'École nationale supérieure d'électricité et mécanisme. Il poursuit actuellement ses études à la maîtrise en génie de l'environnement de l'École de technologie supérieure à Montréal. Il est conscient des enjeux socio-environnementaux de la transition énergétique. Robin a décidé d'entreprendre un projet de recherche qui a mêlé énergie et société. Robin, la parole est à vous.
Bonjour. Alors, un petit peu d'imagination. Je vais demander d'imaginer un instant que je suis médecin et que je dois poser un diagnostic pour un patient. Comment je vais faire? Je vais faire des analyses pour évaluer certains indicateurs. Mais, dans certains cas, il peut être utile, voire même nécessaire, d'aller chercher un certain nombre d'indicateurs, voire même une diversité d'indicateurs. Donc, par exemple, les indicateurs cliniques, biologiques, psychologiques, etc. En ce qui concerne la transition énergétique, c'est un peu pareil. Un seul indicateur ne suffit pas à la comprendre. En fait, la transition fait appel à une variété de paramètres qui ne sont pas seulement techniques. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des indicateurs de différentes natures. Pour donner un exemple, on utilise souvent la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique, qui est un indicateur très utile, mais qui ne peut pas tout dire d'une transition. Mon défi, c'est d'appliquer cette réflexion au Nunavik, le territoire le plus au nord du Québec. Ce territoire a quelques particularités. D'une part, il est principalement habité par des communautés inuites et cris. D'autre part, il n'est pas relié au réseau électrique intégré du Québec et chaque communauté a donc ses propres moyens de production d'électricité. En règle générale, même si ça change doucement, des centrales thermiques au diesel. Ainsi, l'empreinte carbone d'un habitant au Nunavik serait environ 3 fois supérieure à celle d'un habitant moyen du Québec et jusqu'à 10 fois supérieure à la moyenne mondiale. La transition énergétique fait donc tout son sens sur ce territoire, mais elle ne peut pas être abordée exactement de la même façon que partout ailleurs au Québec. Pour poser un diagnostic à cette situation, j'ai adopté une démarche pluridisciplinaire en commençant par une approche sociologique. Sur cette base, je pourrais ensuite sélectionner des indicateurs adaptés pour produire des analyses. Pour prendre le pouls de ce territoire, de cette situation, j'ai réalisé une analyse lexicométrique de la presse au Nunavik. En fait, c'est une analyse statistique du lexique employé dans les revues locales, dans la presse locale. Celle-ci permet d'identifier la perception des populations vis-à-vis de l'énergie et de ses usages. Par exemple, les premiers résultats que j'ai montrent qu'il y a souvent des associations faites entre changement climatique, biodiversité, tradition et paysage. Et d'un autre côté, le système énergétique, lui, est plutôt associé aux problèmes de pollution de l'air, de l'eau et aux problèmes de santé. Alors, cette analyse, elle permet de construire un cadre thématique adopté aux populations locales. Et ce cadre thématique, il prend la forme d'un réseau de thèmes, qu'on peut voir ici dans le cadre bleu. Et c'est à partir de ce réseau de thèmes que je vais pouvoir sélectionner des indicateurs pertinents dans le cadre de la transition au Nunavik. Cette méthode présente l'avantage de pouvoir sectoriser certains axes de la transition énergétique sans les exclure de la dynamique à laquelle ils prennent part dans la réalité. Finalement, elle me permettra d'identifier les verrous sociaux techniques à la transition énergétique au Nunavik. Donc, à l'écoute de mon patient et de ses symptômes, j'aurais choisi des indicateurs adaptés pour produire un diagnostic éclairant. Merci. Vous connaissez la routine, membre du jury? Je pense qu'ils discutent pour savoir qui va avoir la chance. On s'assure qu'on pose une question qui convient à tous. Une fois que ce diagnostic est là, ce qu'on comprend de votre présentation, c'est que votre travail est d'arriver jusqu'à un diagnostic comme celui du médecin. Par contre, on ne peut pas repartir avec un diagnostic, il faut qu'on reparte avec quelque chose de plus. On s'est fait donner un exemple comme celui-là là, dans les derniers jours. On ne peut pas juste dire « vous avez le cancer, au revoir ». Donc, je voudrais juste voir avec toi quelles sont les prochaines... comment tu vois que ça peut être appliqué par la suite? Alors, les perspectives de ce travail, elles sont, il y en a, on va dire deux. Les deux premières, c'est déjà que ce travail prend part à un groupe de recherche international qui, en fait, essaie de reproduire ce genre de méthodologie à différents endroits du monde. L'idée, c'est de regrouper donc, l'expérience tirée de ces projets de recherche pour voir si cette façon d'aborder les choses est viable, quelle est la meilleure façon, et déjà ajuster un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'avantage de cette méthodologie, c'est que ça permet d'impliquer les différentes parties prenantes et éventuellement de faire en sorte que chaque partie prenante trouve son compte dans cet ensemble d'indicateurs. Ça, c'est le deuxième avantage de ce travail. Et pour conclure, je dirais que, effectivement, un ensemble d'indicateurs va servir à faire des propositions. Et en l'occurrence, le Nunavik n'a pas d'ensemble d'indicateurs particuliers à suivre qui prennent en compte pour l'instant toutes les parties prenantes. Donc l'avantage de ce projet de recherche va surtout être là, sur la nouveauté de l'implication de toutes les parties prenantes dans le cadre
d'un ensemble d'indicateurs pluridisciplinaires. Merci, bravo. Notre prochain finaliste, M. Tim Whitaker. Tim est candidat au doctorat en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Il combine une expertise en physique, un intérêt marqué pour les extrêmes climatiques. Sa carrière universitaire a débuté à l'Université de Waterloo et à l'Institut Périmètre de physique théorique, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en physique théorique, avec une spécialisation en physique gravitationnelle. Sa fascination pour les complexités de notre atmosphère et l'impact tangible qu'elle a sur nos vies l'ont mené à se tourner vers la science atmosphérique. Tim, c'est à vous. Oui, c'est vrai, ouais. Bonjour. Comme vous le savez tous, la transition énergétique du Québec est une étape cruciale dans la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique. Mais pour réussir cette transition, il est important de comprendre comment les événements extrêmes climatiques, comme des vagues de chaleur ou des tempêtes intenses, peuvent avoir un impact sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes énergétiques. Par exemple, une compréhension du temps de retour des événements extrêmes, c'est-à-dire le temps prévu entre les événements extrêmes, peut nous aider avec la planification et à la conception des systèmes énergétiques. On peut s'imaginer une région où il y a beaucoup de grésil intense, c'est peut-être une meilleure idée de ne pas placer des éoliennes à cet endroit-là parce qu'il peut y avoir des dommages associés avec ça. Mon projet consistera de construire des scénarios d'événements extrêmes dans l'Est du Canada. Un scénario, c'est une façon d'imaginer ce qui est possible dans un climat au lieu d'essayer de faire des prédictions spécifiques d'événements qui vont se produire ou des probabilités qu'un événement se produise. Avec ces scénarios-là, on va être capable de gagner une compréhension qualitative des événements extrêmes et aussi on peut extraire les temps de retour de ces événements-là. Pour ce faire, je vais utiliser un modèle climatique qui a été développé à l'UQAM. Ce modèle est très sophistiqué, mais a besoin de beaucoup de ressources informatiques, qui veut dire qu'on a soit l'option d'avoir des simulations très précises de courte période ou des simulations moins précises de longue durée. Mais pour étudier les événements extrêmes, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de précision et aussi d'avoir des longues simulations parce que les événements extrêmes sont naturellement rares. Pour contourner ce problème-là, je vais adapter un algorithme d'événements rares aux simulations climatiques. Ces types d'algorithmes ils font à ce que les événements rares deviennent plus présents dans des simulations. Fait qu'on peut voir les événements extrêmes plus souvent et puis on peut sampler les événements extrêmes plus facilement. Ça, c'est un algorithme qui a été développé et utilisé beaucoup dans les domaines de chimie, statistique, physique, mais pas encore a été appliqué à des simulations climatiques. Fait que c'est ça que j'aime. Alors, pour conclure, je vais créer des scénarios d'événements extrêmes dans l'Est du Canada qui vont nous donner des informations sur les temps de retour et on pourra étudier qualitativement les événements extrêmes. Avec cette information-là, après, on a l'opportunité de gagner une meilleure idée d'où placer nos équipements d'énergie renouvelable. Merci. Membre du jury. Merci, Tim. Est-ce que tu as une idée de quel type d'événement extrême on peut s'attendre à voir ici dans l'Est du Canada? Oui et non, c'est encore pas très clair, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre, surtout avec le changement climatique, c'est de voir plus d'événements de précipitations extrêmes. Parce qu'on va s'attendre à ce que la chaleur moyenne de la Terre fait à ce qu'il y ait plus d'eau qui puisse être absorbée dans l'atmosphère. Puis ça va créer des événements plus extrêmes naturellement. Mais au plus, au Québec, avec le froid, on va peut-être monter la température juste assez pour avoir plus de précipitations de neige ou des types de neige. Fait que c'est un peu ça qu'on peut s'attendre, mais le but, c'est vraiment de répondre à cette question-là, parce que c'est pas très clair encore. Merci. Juste simple curiosité, je voulais savoir, avez-vous fait des ponts avec Ouranos, par exemple, pour savoir un peu, eux, sur quoi ils travaillent, puis comment que ce serait complémentaire à leurs outils, par exemple, une approche comme la tienne? J'ai pas personnellement parlé avec Ouranos, mais je sais que le professeur que je travaille avec, il connaît du monde d'Ouranos, fait que il y a des contacts là. Mais, ouais. OK, merci. Merci beaucoup, Tim. Bravo. Prochaine candidate,
c'est Camille Laurie Normando. Camille est étudiante à la maîtrise en génie électrique à l'École de technologie supérieure. Ses recherches portent sur la saine gestion de l'énergie pour alimenter un parc de véhicules électriques. Elle effectue actuellement son projet en collaboration avec l'entreprise Opal RT Technologies, qui se spécialise entre autres sur la simulation en temps réel des réseaux électriques, et aussi son autre partenaire, l'Institut de recherche en électricité du Québec. Kim, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureuse d'être ici devant vous pour vous présenter mon projet de recherche en collaboration entre l'Institut de recherche en électricité du Québec, Opal RT Technologies et l'ETS, pour vous parler de mon projet de recharge bidirectionnelle des véhicules équitables branchés sur le réseau de distribution, ce qu'on appelle en fait communément la technologie V2X ou en anglais Vehicle to Other. Donc, c'est une technologie qui permet de contrôler les recharges des batteries et les hors-décharges pour alimenter des bâtiments, le réseau de distribution ou recharger les véhicules entre eux, dans un contexte où on sait que le nombre de véhicules électriques accroît chaque année au Québec, ce qui augmente nécessairement la demande en électricité pour les recharges. Donc, pour réaliser cette technologie, on a plusieurs acteurs impliqués. D'abord, l'industrie des véhicules électriques qui doivent concevoir des véhicules capables de gérer les échanges de puissance bidirectionnelle avec les batteries. On a aussi les propriétaires des véhicules qui doivent changer leurs habitudes en matière de recharge. D'un autre côté, on a les producteurs d'électricité comme Hydro-Québec qui doivent prévoir la hausse de la demande d'énergie pour les recharges. Et on a aussi le gouvernement qui encadre par la transition énergétique le secteur de l'innovation technologique et l'électrification des transports dans leur plan directeur par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et on rassemble tout ça au centre avec un répartiteur d'énergie intelligent qui est rempli par le rôle de l'agrégateur, la technologie précise sur laquelle je travaille. Il s'agit en fait un peu d'un ordinateur qui évalue les conditions, les caractéristiques des véhicules électriques branchés et les compare avec celles du réseau électrique pour déterminer si globalement les véhicules devraient se recharger, par exemple en période creuse, ou se décharger ou se recharger entre eux pendant les périodes de pointe. Ce qu'on entend par équitable, c'est qu'on priorise la recharge des batteries moins chargées aux batteries pleines et inversement pour les décharges, tout en respectant une limite de décharge qui va protéger les batteries contre une dégradation accélérée. Et de cette manière, on est innovant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on coordonne directement le flux d'énergie de chaque véhicule électrique de manière rentable et équitable, ce qui n'est pas possible actuellement pour tous les autres acteurs de la technologie V2X actuellement. Et aussi, l'agrégateur que je conçois anticipe que les véhicules peuvent être débranchés à tout moment, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les autres agrégateurs présents sur le marché, qui exigent aux propriétaires de divulguer à l'avance leur durée de branchement à la borne. Pour la suite de mes recherches, j'essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter la capacité du nombre de véhicules pris en charge par l'agrégateur et aussi pour prédire les échanges optimaux d'énergie par rapport à la consommation d'énergie du réseau de distribution durant l'année. Donc, comme on peut le voir à droite dans le schéma, la pointe et la consommation moyenne en été et en hiver est très différente et ça doit être pris en compte, comme vous le savez naturellement. Et en terminant, je crois que mon projet porte sur la transition énergétique du Québec car il constitue une part de l'innovation technologique et aussi dans l'électrification des transports. Je vous remercie beaucoup. Merci. Compte tenu là, des objectifs d'électrification à l'horizon 2030, en tout cas avec 1,6 million de véhicules électriques visés, est-ce que ton projet pourrait être à des étapes suffisamment avancées pour justement contribuer à réduire les enjeux de pointe rendus dans cette période-là, donc dans 4-5 ans, mettons? On est vraiment conscient que plus on va chercher un grand nombre de véhicules, plus on va être efficace dans le fond pour... C'est comme plus... Si on a seulement quelques véhicules, l'impact ne sera pas aussi grand que si on a vraiment beaucoup de véhicules. Donc, c'est vraiment dans nos plans en ce moment de pouvoir rendre ce projet, ce que je peux dire en anglais, c'est scalable, mais c'est vraiment d'augmenter la capacité des véhicules. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement. Ce n'est pas encore réalisé à l'heure où on se parle, mais c'est quelque chose qu'on travaille présentement. Merci. Merci. La moitié. 6e candidate, Sami Richmaoui. Sami est ingénieur. Pardon? Ah oui, je m'excuse. C'est mon erreur.
Sima est ingénieure palestinienne ayant obtenu un diplôme d'ingénieur mécatronique à l'Université de Jordanie en 2011. Elle a ensuite poursuivi un master en ingénierie mécanique à Georgia Tech aux États-Unis. Elle travaille aussi en tant qu'assistante de recherche et instructrice à l'Université de Birzeit en Palestine. Elle a fait ça pendant 6 ans. Elle est maintenant candidate au doctorat à la Polytechnique de Montréal. Ses travaux se font en partenariat avec Hydro-Québec et Maya HTT. Sami? 4. C'est Sima. C'est moi, j'ai écrit Sami. Je suis désolé. C'est pas grave. Enlevez-moi des points à moi, les jeux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Apple Watch ou le Fitbit de votre ami ne parvient pas à prédire si vous courez ou si vous faites du vélo, alors que le vôtre le fait parfaitement? Avez-vous encore remarqué que plus vous utilisez votre smartwatch, plus ses prédictions s'améliorent? Si le modèle physique ne change pas, ce sont les données recueillies au fil de temps qui font la différence. Lorsque votre smartwatch enregistre et apprend à partir de votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygène et d'autres paramètres biologiques, ça fonctionne mieux et vous obtenez un modèle qui vous est adapté et qui est donc plus précis. Ce concept est désormais appliqué à de nombreux produits d'ingénierie dans de nombreux domaines d'application, où les données sont collectées de l'environnement et pour améliorer le modèle physique des systèmes, en créant un modèle numérique qui ressemble et se comporte de manière identique à son équivalent dans le monde réel, et on appelle ça le jumeau numérique, Digital Twin. Alors, comment est-ce que cela peut-il être utilisé pour réussir la transition énergétique au Québec pendant les prochaines années? Imaginez que nous sommes en janvier 2030, vous revenez du travail à 17 h, vous branchez votre voiture électrique comme 2 millions d'autres citoyens québécois. Le thermostat électronique allume le chauffage électrique dans votre maison alors qu'une vague de froid frappe le Québec. Le vent tombe et les éoliennes cessent de produire. Ce sont les turbines hydrauliques qui vont équilibrer le réseau. À chaque seconde, la production des centrales doit être équivalente à la demande. Pour cela, les turbines hydrauliques doivent arrêter, démarrer ou tourner au ralenti plus fréquemment qu'avant, en partie à cause de la transition énergétique qui vise à passer progressivement des énergies fossiles aux énergies renouvelables. À cause de ça, les turbines hydrauliques sont soumises à des usures prématurées et cela, par conséquent, les interruptions de service seront inévitables à cause de la nécessité de maintenance. L'objectif des jumeaux numériques est de simuler plusieurs scénarios afin de prévoir ces usures des turbines hydrauliques et de planifier la maintenance au moment opportun. Ça veut dire pas dans une période de grand froid ou de pic de demande d'électricité. En outre, en opérant les turbines hydrauliques dans de meilleures conditions, les jumeaux numériques peuvent améliorer le fonctionnement du réseau afin de mieux répondre à la demande fluctuante d'électricité. Dans le cadre de la transition énergétique du Québec, les jumeaux numériques des turbines hydrauliques permettent à Hydro-Québec de mieux répondre à la demande croissante d'électricité tout en protégeant les équipements des usures prématurées et en évitant les interruptions imprévues. Merci. Nos amis les juges. Oui, c'est à mon tour de poser la question. Merci beaucoup pour la belle présentation. Au niveau des choix des outils que vous utilisez pour faire le jumeau numérique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la technologie que vous utilisez ou des outils que vous utilisez pour le faire? Maintenant, je ne travaille pas sur les turbines en général parce que c'est des machines trop compliquées. Je travaille avec une machine tournante verticale qui présente les dynamiques et les conditions vibratoires qui ressemblent à celles de la turbine hydraulique. Et j'utilise une méthode numérique qui s'appelle Proper Generalized Decomposition. Et ça va être combiné avec de l'intelligence artificielle pour réussir à créer le jumeau numérique. Merci. Merci.
Parfait. Il a tombé après la 6e candidate, donc j'imagine qu'il va tenir jusqu'à après le 12e. Super. La 7e personne, finaliste, M. François Manet, diplômé en génie mécanique. Merci. François est actuellement étudiant à la maîtrise au programme de génie énergétique, option efficacité énergétique dans les bâtiments à Polytechnique de Montréal. Son expérience de travail comprend un stage de recherche chez Canmet Énergie et 2 stages chez Sanexen dans l'industrie de l'environnement et de l'eau potable. François, la parole est à vous. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle François, étudiant à Polytechnique de Montréal et stagiaire de recherche chez Canmet Energy. En ce moment, la transition énergétique dans les régions nordiques, elle est primordiale, puisqu'Hydro-Québec opère encore une vingtaine de centrales thermiques qui opèrent encore avec des combustibles fossiles. Ainsi, pour décarboniser ces régions nordiques, les bâtiments surtout vont devoir redoubler d'efforts afin d'augmenter leur efficacité énergétique et s'approvisionner avec des ressources d'énergie qui sont renouvelables. Par contre, lorsqu'on dit région nordique, on fait aussi face à des enjeux qui sont propres aux régions nordiques. Par exemple, les basses températures et le maintien du pergélisol. Également, lorsqu'on essaie d'insérer plusieurs équipements qui sont souvent conçus pour les régions du Sud, dans les régions nordiques, on obtient beaucoup de défaillances. Par exemple, les ventilateurs récupérateurs de chaleur, qui sont souvent utilisés justement pour diminuer la charge de chauffage qui va être nécessaire, obtiennent beaucoup de défaillances dans ces régions nordiques à cause surtout des problèmes de gel, on a des problèmes au niveau du contrôle et on a des problèmes lorsqu'on a une consommation d'énergie qui est très élevée. Ainsi, Canmet Energy ou Ressources naturelles Canada a développé un banc d'essai d'un thermosiphon géothermique au CO2 dans lui est appliqué un préchauffage de l'air de ventilation dans les régions nordiques. Donc, de cette façon, on va venir augmenter l'efficacité énergétique de nos bâtiments par notre préchauffage de l'air et on va fournir une source d'énergie qui est renouvelable, l'énergie géothermique. Donc, on va vraiment venir coupler nos bâtiments, qu'on le voit juste ici, avec nos VRC, donc nos ventilateurs récupérateurs de chaleur, avec notre thermosiphon, qui est vraiment un cylindre en métal avec un fluide caloporteur disphasé à l'intérieur. Donc, quand je dis fluide caloporteur, c'est juste un fluide qui transfère l'énergie. Quand je dis disphasé, c'est vraiment sous forme de 2 phases, donc vapeur et liquide. Par contre, pourquoi un thermosiphon géothermique? Pourquoi on aurait pu prendre une source externe ou autre chose juste pour faire un autre préchauffage? Bien, c'est parce que les régions nordiques occupent présentement les thermosiphons géothermiques. Dans le fond, les thermosiphons géothermiques sont déjà dans le marché des régions nordiques pour pouvoir répondre à la problématique des pergélisols. Les pergélisols sont les sols gelés en tout temps, depuis au moins 2 ans. Et lorsqu'on vient intégrer des bâtiments ou d'usines sur ces sols, il tend à réchauffer le sol, donc conduire sa chaleur dans le sol, et le pergélisol tend à fondre, et la couche de glace peut créer des problèmes au niveau des fondations où on a des enfloussements. Ainsi, les thermosiphons sont déjà utilisés dans ces régions pour pouvoir absorber la chaleur du sol et la rediriger à travers l'atmosphère. Donc nous, on s'est dit, OK, mais pourquoi on ne pourrait pas juste réutiliser cette chaleur-là pour justement préchauffer notre aire de ventilation de nos bâtiments? Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Et chez Canmet Energy à Varennes, on a un thermosiphon d'une longueur d'environ 30 mètres avec un diamètre interne de 5 cm où on est en train d'évaluer justement le potentiel et le taux de transfert de chaleur. Donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à venir me voir pour en parler plus en détail lors du colloque. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. La chaleur au Nunavik ou dans le Nord, c'est une question importante à laquelle on cherche encore des solutions. Là, si j'ai bien compris, vous avez déjà un prototype. On a déjà un banc d'essai à Varennes. Un banc d'essai. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire un banc d'essai dans le Nord aussi? Oui, en ce moment, justement, on est en train d'évaluer les performances de taux d'extraction de chaleur pour pouvoir l'appliquer dans les régions nordiques. Puis là, je sais que mon boss, je pense qu'il est en train de voir s'il peut faire un partenariat avec les centres d'études nordiques ou peut-être pour l'évaluer, je pense qu'il veut faire avec d'autres établissements, faire un bâtiment net zéro. Donc, voir s'il y a le potentiel de pouvoir l'intégrer dans ce projet. Question complémentaire, peut-être. Je voulais savoir les bâtiments qui seraient visés par cette technologie-là pour que ce soit viable économiquement. Est-ce qu'on parle quel genre de taille de bâtiment ou bâtiment de quelle vocation serait considéré pour cette solution-là? Niveau économique, on n'en a pas pensé exactement, mais juste comme ça, je pourrais penser plus à des usines ou des gros bâtiments pour pouvoir récupérer l'énergie.
Parce OK. qu'on sait aussi que certains bâtiments, mettons plus résidentiels, sont, pour régler cette problématique, peuvent déjà être surélevés. Donc, pour ne pas avoir certaines conséquences au niveau du pergé du sol. Mais c'est sûr qu'on pourrait quand même l'utiliser pour avoir une source d'énergie supplémentaire. Mais je verrais plus au niveau des gros bâtiments. Merci. Notre prochain finaliste, M. Stephen Junior Zanou Choco. Stephen Junior est étudiant au doctorat en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Ses travaux s'intéressent à la décarbonisation des cultures en serre du Québec. Son domaine d'intérêt principal est la performance énergétique des serres pour une agriculture compétitive et durable. Stephen Junior, à toi. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, imaginons un instant qu'il n'y ait plus de chauffage dans cette salle. Vous et moi ne serions pas aussi détendus. Je suis certain que je ne pourrais pas tenir pendant 3 minutes sur ce podium dans une pareille tenue. En effet, le chauffage est nécessaire pour notre bien-être, surtout pendant l'hiver. Mais pas que nous. C'est également le cas des cultures en serre qui ont besoin de chaleur pour une bonne croissance, surtout pendant l'hiver. Cependant, elles sont plus exigeantes que nous les humains. Il faut environ 1000 kWh par mètre carré pour chauffer une serre de légumes durant toute une année, soit approximativement 4 fois ce qu'il faut pour chauffer une maison individuelle. Au Québec, cette énergie est fournie à hauteur de 50% par des combustibles fossiles, qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et qui contribuent au réchauffement climatique. Or, le gouvernement du Québec a annoncé en novembre 2020 son plan d'action visant à doubler la production en serre d'ici 2025. Alors, cette dépendance aux énergies fossiles représente donc un risque environnemental. Ainsi, il est essentiel de trouver des solutions efficaces et durables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre relatives aux cultures en serre. Et c'est justement l'objectif de ma thèse qui consiste à proposer pour un ensemble de plusieurs serres utilisées en climat froid des mesures d'efficacité énergétique et des technologies innovantes basées sur l'énergie solaire, sur la géothermie et sur le stockage de chaleur. Ça, c'est mon défi. Et pour le relever, je vais utiliser une méthode déjà appliquée au niveau des bâtiments, mais qui n'existe pas encore pour les serres. En quoi consiste-t-elle? Par exemple, pour estimer la consommation d'énergie en chauffage des bâtiments du Vieux-Québec, où se trouve ce beau château, je vais établir des classes de bâtiments selon l'année de construction ou la fonction du bâtiment. De ces classes, je vais déterminer des bâtiments archétypes qui vont me permettre de modéliser, de déterminer la consommation en énergie de chauffage de l'ensemble des bâtiments du Vieux-Québec. Finalement, je vais utiliser la même méthode au niveau des serres. Cette méthode des archétypes me permettra de développer des modèles informatiques capables de simuler pour plusieurs serres à la fois divers scénarios, dont l'intégration des énergies renouvelables. Ces modèles informatiques me permettront d'offrir le confort optimal de croissance pour les plantes en serre au Québec avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie. J'ai une attitude collaboratrice quand j'ai des questions à poser. Merci beaucoup. Graphique très intéressant aussi. Ma question concerne l'application de ce modèle que tu veux faire. Est-ce que ce serait une application unique à chacune des serres ou des installations de serres? Là, il y a rarement une seule serre. Puis là, l'idée, c'est de trouver quelle est la solution optimale pour ce groupe de serres en spécifique, ou si tu souhaites trouver une solution qui soit plus applicable à tous et non de façon plus individuelle. Je vous remercie pour votre question. En fait, la méthode que je veux appliquer va commencer par toutes les serres du Québec. Et de ces serres, je vais constituer des groupes pour identifier des serres représentatives qui vont permettre d'établir des modèles définitifs pour appliquer des scénarios à l'ensemble des serres. Merci. Merci. Deuxième question.
En fait, je me demandais, on voit les options qu'il y a pour décarboner les serres. Est-ce que tu vas considérer aussi, par exemple, la bioénergie ou encore la valorisation de rejets thermiques industriels? Est-ce que sont pas mentionnés là, mais est-ce que c'est des éléments qui font partie de l'analyse? Effectivement, le projet, au début, je l'ai commencé il y a 6 mois. Et puis, en voulant proposer les scénarios, les sites qui seront proches des industries, on pourra proposer des solutions de valorisation des rejets industriels. Et pour la biomasse, c'est une option à intégrer également, parce que ça permet aussi de diminuer la gestion des déchets, au fait. Parfait, merci. Notre 9e candidat, Vincent Taboga. Vincent est étudiant au doctorat en mathématiques appliquées à l'École polytechnique de Montréal et au MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Il est convaincu que l'intelligence artificielle peut être un moteur de transition énergétique vers la sobriété énergétique. La recherche de Vincent porte sur le contrôle de la température dans les bâtiments et la gestion de pointes de puissance du réseau électrique. Vincent? Vincent. Oui, Vincent. Voilà. Oui, c'est moi. Merci. Oui, donc, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, il faisait moins 40 partout à travers le Québec. Et quand on sait que 4 foyers sur 5 se chauffent à l'électricité, on imagine facilement la quantité énorme d'électricité qu'il a fallu pour garder tout le monde au chaud. Alors, vous avez probablement reçu des messages de la part d'Hydro-Québec pour vous demander de limiter votre consommation pendant les périodes de pointe. Et quelle est la meilleure manière de réduire sa consommation? Eh bien, c'est de limiter son chauffage, qui représente la moitié de nos besoins en énergie. Alors, au début de ma thèse, je me suis dit que comme pour résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui, il devait suffire d'entraîner une intelligence artificielle qui gérait le chauffage en essayant de limiter la consommation pendant les périodes de pointe sans altérer le confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, entraîner une intelligence artificielle? Vous savez, la semaine dernière, je regardais Juliette. Juliette, c'est la fille de mon amie, elle a 8 mois. Et elle a passé des heures à jouer avec sa petite girafe. Alors, elle la prenait par la tête, elle la tapait par terre, elle essayait de manger une jambe, des fois, elle la posait sur les pattes. Mais contrairement aux apparences, Juliette ne faisait pas n'importe quoi. Elle prenait des actions aléatoires et elle observait la réponse de son environnement. Quand on entraîne une intelligence artificielle, qu'on appelle aussi un agent, c'est le même principe. L'agent doit interagir avec son environnement pour apprendre quelles actions vont lui permettre d'accomplir son objectif. Mais est-ce que vous laisseriez Juliette contrôler le chauffage chez vous? Non, parce qu'elle n'a jamais appris à contrôler un chauffage. Alors, pour apprendre à un agent à contrôler la température dans un bâtiment, on peut créer un jumeau numérique du bâtiment, qui va permettre à l'agent d'essayer plein d'actions sans dérégler le système réel. Mais c'est fastidieux de créer un jumeau numérique de qualité. En plus, notre agent s'entraîne avec une telle précision qu'une fois qu'on lui a appris à contrôler le chauffage dans un bâtiment, on ne peut plus l'utiliser directement dans un autre bâtiment. Et ça freine le déploiement de cette technologie. Alors, le but de mon projet, c'est d'améliorer l'adaptabilité de nos agents pour pouvoir déployer cette technologie à grande échelle et avoir un impact significatif sur le réseau. Et pour y arriver, j'ai eu une idée. Et si on décomposait le problème? Et si, au lieu de regarder tout le bâtiment, mon agent ne regardait qu'une pièce? Eh bien, mon travail a montré que lorsqu'on focalise l'attention d'un agent sur une pièce, la tâche devient tellement plus simple qu'en plus d'être capable d'apprendre à gérer le chauffage, l'agent est capable d'apprendre à s'adapter automatiquement si on change sa pièce. Et donc, pour contrôler tout un bâtiment, il suffit de dupliquer ce super agent autant de fois qu'il y a de pièces dans le bâtiment. Mais là, tout n'est pas encore tout à fait joué, parce qu'il faut aussi s'assurer que les actions de tous les super agents sont coordonnées. Alors, j'ai ajouté un chef qui va gérer les négociations et s'assurer que chacun a l'énergie dont il a besoin pour chauffer sa pièce, sans toutefois que le total de la consommation soit trop élevé. Et le résultat, c'est un système qui est prêt à être déployé dans une grande variété de bâtiments. Et les premiers résultats de mes tests ont montré qu'on peut réduire de 20% notre consommation en chauffage pendant les périodes de pointe, sans diminuer la température dans les pièces de plus de 1,5 degré. Alors il me reste maintenant à tester mon équipe de super agents sur des systèmes réels. Et j'espère bientôt pouvoir nous offrir un moyen de nous garder au chaud, tout en aidant Hydro-Québec à gérer le réseau. Merci. Merci beaucoup. Très bonne présentation. En termes de temps d'entraînement, on parle de quoi? Ça reste assez raisonnable. En fait, pour que mon super agent puisse fonctionner dans plein de pièces, la stratégie, c'est de l'entraîner sur des millions de pièces différentes.
Ce qui n'est pas plus dur que de modéliser juste un bâtiment, au contraire, parce qu'il suffit de modéliser une pièce et faire varier les paramètres aléatoirement. Mais ça prend du temps de calcul de faire voir à cet agent toutes ces pièces. Mais par exemple, ça a tourné sur mon ordinateur portable, qui est de taille raisonnable pour 5 ou 6 jours, par exemple. Donc si on utilise comme des clusters ou des ressources de calcul beaucoup plus élevées, on arrivera à peut-être une journée ou deux d'entraînement. Puis une journée ou deux d'entraînement pour un système installé chez moi, par exemple. Oui, ce serait l'idée. Donc bien sûr, quand on parle de généralité, il y a toujours des limites, mais tous les bâtiments où les pièces se répètent, où il y a beaucoup de similarités, où il n'y a pas vraiment d'équipement très spécifique qui dégage beaucoup de chaleur, c'est un système qui sera prêt à être employé et qui opérera avec la même qualité qu'une intelligence artificielle qui a été entraînée spécifiquement pour le bâtiment. Merci. Merci à vous. Our next finalist is Adis Montaze Rinejad. Adis joined the Canada Excellence Research Chairs team at Concordia University as a PhD student in 2020 with a GPA of 4.1. Sorry. Previously, she earned her master's and bachelor's degree in mechanical engineering. Her mission at the CERS team is to transform cities through innovative technologies, renewable fuels, and nature-based solutions into zero-carbon, efficient, creative, accessible, and green neighborhoods. The mic is yours. Hello, everyone. I hope all of you are doing well. Today, I want to talk about an important topic which is related to producing renewable fuels and energy from decentralized technologies in next-generation cities. The effect of Russian invasion of Ukraine is a testimony to the need to change the government's attitudes about the way of supplying energy and switching from fossil fuels to renewable fuels and energy sources. Therefore, being independent in producing energy, supply energy for longer periods, and also reducing carbon emissions in energy sector lead to displacement of fossil fuel with clean and sustainable hydrogen. It is worth mentioning that wastewater and also its byproducts contain several energy, including chemical, thermal, and kinetic. So by collecting generated wastewater and also conducting pretreatment, the effluent can be injected into bioelectrochemical reactors, including microbial fuel cell and microbial electrolysis cell. Then a post-treatment can be applied in the treated wastewater to meet the water quality standard, especially for urban areas, and reduce the demand for fresh water. The mentioned green and sustainable technologies can generate hydrogen, biogas, and electricity simultaneously, and they are powered by renewable resources, including wind or solar. In the next step, the generated hydrogen from the bioelectrochemical reactors can run cogeneration system to produce heating and electricity simultaneously. The cogeneration system contains two important prime movers, including microgas turbine and fuel cell. They are so suitable for domestic applications, and the question is why? Because they are compact size, they have the lowest noise emission, pollution, and heat losses, and also they have the highest efficiency and perform well, especially at part load. In the situation that we have extra heating and electricity, what should we do? Of course, we can store them in the thermal and electrical storage tanks, or based on consumers' priority, we can sell them to the network. Also, in some situation, the auxiliary boiler must be available as a backup for the whole system. In conclusion, the proposed cogeneration systems can be so beneficial for urban areas and also remote regions when there is a lack of electrical grid infrastructure, and some essential factors, including sustainability, reliability, resiliency, safety, and cost, will be certainly improved. Thank you for your consideration. A new challenge for our jury. Very interesting presentation. Thank you very much. What would you say would be the next steps of your research after this?
how can this be applied in a commercially deployable manner? First of all, at first we should think about how important it is to increase people's awareness about switching from fossil fuels to renewable fuels, and how it is important to be completely independent from the network, because when something happens, such as the storm, people cannot be concerned about the blackout or about reducing fresh water or electricity and heating demand. This is the first priority. Then we can simulate technologies and think that which one is so suitable for domestic applications, and how we can improve the thermal efficiency and reduce the costs, because we know that consumers are so concerned about the prices of the electrical bills and the heatings. I think all of this steps should be done based on, as I mentioned before, increasing people's awareness, modeling technologies, validating data with the real data sheets, and after that, think to have the perfect cities where we have sustainable and green technologies with the highest performance and lowest environmental impacts, and also the lowest cost. Thank you. It's my pleasure. Notre avant-dernier candidat, Olivier Couillard. Olivier est technicien et bachelier en génie mécanique et actuellement étudiant à la maîtrise en ingénierie à l'Université du Québec à Rimouski. Il a participé à la réalisation de plusieurs projets d'ingénierie pour des entreprises du Bas-Saint-Laurent. Il collabore depuis plusieurs années avec le laboratoire de matériaux, de produits et procédés de pointe à l'UQAR. Il a également obtenu le prix du meilleur projet collégial et du meilleur projet universitaire au Forum Innovation de l'UQAR en 2018 et 2021 respectivement. Olivier, c'est à vous. Merci pour l'introduction. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon projet, projet qui porte sur le développement d'un module autonome et intelligent de production d'énergie 4.0. Le module est réalisé en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski et l'entreprise Caron Technologies Internationale. Le module est entièrement électrique et a pour objectif, en fait, d'être facilement transportable et versatile. Quand on dit versatile, on parle ici qu'il peut s'adapter à plusieurs types de terrains. Le module en soi est réalisé à partir d'un conteneur standard de 20 pieds afin de faciliter le transport, par bateau ou par camion. Une fois arrivé au site de récolte, les pattes stabilisatrices soulèvent le module du camion afin que ce dernier puisse quitter. Une fois que le camion a quitté, le module se rabaisse le plus près possible du sol et se met automatiquement au niveau, d'où sa versatilité. Une fois au niveau, le système entre en fonction afin de déployer la structure de panneaux solaires, puis le suiveur peut finalement entrer en fonction. Plusieurs études ont notamment démontré que les suiveurs à 2 axes permettent un gain d'énergie qui peut aller jusqu'à 40 % par rapport à un système fixe. Cependant, ces systèmes-là de suivi consomment une certaine part de l'énergie recueillie pour se mouvoir. C'est pourquoi le projet a pour but de maximiser le rendement net d'énergie, c'est-à-dire qu'on va pondérer les déplacements du suiveur grâce à un suiveur dit non continu. Une autre caractéristique importante du module, c'est sa connectivité. Donc, il va être possible à distance de monitorer les performances et le comportement du module en temps réel. Des fonctions pourront également être enclenchées manuellement à distance, telles la mise en position de sécurité ou encore la rétraction complète du système. Maintenant que vous avez une petite idée du module, parlons de ses champs d'application. Comme on peut voir à votre droite sur la fiche, on peut tout d'abord récolter l'énergie avec les panneaux solaires qu'on va accumuler dans l'une des 3 sources suivantes. Soit on va l'utiliser directement comme charge externe, soit on va utiliser une batterie ou on va envoyer dans le réseau de distribution. Dans le cas d'une charge externe, on peut penser à des applications comme l'alimentation d'infrastructures non reliées au réseau de distribution, son utilisation comme alimentation d'urgence en cas de panne de courant, comme on a pu vivre dernièrement justement. Et dans le même ordre d'idée, mais au niveau mondial, on peut penser à son utilisation dans un cadre d'aide humanitaire ou encore afin de pomper de l'eau dans des régions où l'accès justement à l'eau est plus difficile. Par la suite, pour les applications reliées au réseau de distribution, ces applications-là visent plutôt à diminuer les pointes de puissance des infrastructures qui sont reliées et, du même coup, de rejeter de l'énergie dans le réseau en période de pointe, afin de toucher des réductions monétaires. Finalement, les panneaux solaires peuvent aussi charger les batteries
Donc, la batterie auxiliaire interne qui permet d'alimenter le système en entier et la batterie principale externe qui, elle, permet d'emmagasiner de l'énergie pour une utilisation future. Donc, voici, grosso modo, en 3 minutes, ce qu'est le module autonome et intelligent de production d'énergie 4.0. Donc, je vais maintenant prendre quelques questions du jury pour clore ma présentation. Merci. Première question, c'est que j'ai peut-être manqué la puissance maximale qui est disponible avec un module. Oui, c'est une excellente question. Présentement, avec un module comme ça, on a une puissance de panneau solaire de 10 kW. Donc, c'est assez faible quand même comme quantité, mais comme je mentionnais, avec une batterie principale qu'on pourrait jumeler, il est possible d'accumuler plus d'énergie. Puis, il est aussi capable de jumeler plusieurs modules de ce type-là ensemble pour vraiment multiplier notre pouvoir. Puis, dans une phase future du projet, le projet pourrait être un peu généralisé dans d'autres types de conteneurs, par exemple dans un 40 pieds où on pourrait avoir le double de puissance. Puis ensuite, il y a possibilité de mettre en parallèle pratiquement autant de modules qu'on veut, dépendamment de l'espace disponible. Oui, exact. Là, dans le fond, on est à 9 mois de développement. Donc, le niveau de maturité du projet est assez bas encore pour l'instant. Mais évidemment, c'est un aspect sur lequel on va se pencher à coup sûr afin de livrer ça. Dernière question. C'est quoi le temps de déploiement du module lui-même? Là, on est dans une urgence X, on a besoin de déployer le module. C'est quoi le temps de déploiement avant de pouvoir commencer à produire? Oui, c'est une autre excellente question. Comme je disais plus tôt, avec le niveau de maturité puis le temps de développement où on est rendu présentement, c'est un peu dur à vraiment donner à coup sûr. Moi, dans ma maîtrise, mon but est de créer cette machine-là, mais de façon virtuelle. Donc, on va pouvoir tout simuler le fonctionnement, les performances et tout ça. Puis, après ça, dans une autre phase du projet, au doctorat, par exemple, là, ça va être de vraiment fabriquer le module et de se servir de cette machine virtuelle-là comme jumeau numérique. Donc, pour l'instant, on n'est pas rendu assez loin dans le projet pour pouvoir vraiment mettre des chiffres là-dessus. Mais effectivement, c'est un autre point sur lequel on va s'attarder à coup sûr. Merci encore. Le proverbial dernier, mais non le moindre, Mathieu Soutre. Mathieu est ingénieur énergicien fraîchement diplômé de l'École centrale de Lille ainsi que de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il est actuellement doctorant à Polytechnique de Montréal au sein du CIREG, où son sujet de thèse consiste à proposer des scénarios de décarbonisation du système énergétique québécois en combinant modélisation de systèmes et analyse de cycle de vie. Mathieu est habitué au partenariat de recherche collaborative depuis sa maîtrise et a réalisé au sein de l'entreprise Engie une collaboration visant la valorisation de la flexibilité sur les marchés de l'électricité. Mathieu, le micro est à vous. Dans cette salle, nous œuvrons tous dans le même objectif, réussir la transition énergétique du Québec. Mais comment être sûr que la somme de nos actions dans nos industries respectives donnera le meilleur résultat à l'échelle québécoise? Comment être sûr que les politiques centrées sur les émissions carbone ne mèneront pas à des déplacements d'impacts environnementaux? Comment être sûr que la transition énergétique que nous menons est durable sur les plans économiques, sociaux et environnementaux? Dans mon travail de thèse, je contribue au développement d'EnergyScope, un outil qui génère des scénarios de transition énergétique en exprimant année après année quelles sont les technologies à installer et à désinstaller afin de répondre aux demandes en électricité, chaleur et mobilité. Chacun des scénarios générés par EnergyScope est économiquement optimal et respecte les jalons vers la neutralité carbone du Québec en 2050. Pour étendre l'évaluation environnementale de ce modèle des seules émissions de gaz à effet de serre à l'ensemble des catégories d'impact environnemental, chaque technologie et ressource du modèle est caractérisée selon les métriques de l'analyse de cycle de vie. De plus, ce modèle est rendu dynamique par l'évolution du mix énergétique prédite par le modèle lui-même, ainsi que par l'intégration de données prospectives représentant les progrès technologiques
entre aujourd'hui et 2050. L'intégration de l'analyse de cycle de vie dynamique au sein d'un modèle de cette envergure est une innovation majeure qui n'est visible nulle part ailleurs. Cette avancée permettra d'évaluer d'un point de vue systémique les voies de décarbonation proposées par les décisionnaires. L'aspect systémique apporté par EnergyScope est indispensable au processus de décision car il identifie les conflits et les synergies qui ont lieu dans un système énergétique hautement interconnecté. Par ailleurs, cette méthode couplée au processus de régionalisation permettra de visualiser les flux d'énergie et de matière au sein du système, ainsi que la répartition des impacts locaux parmi les différents territoires participant à cette même transition énergétique. En somme, ce travail de recherche permettra aux décisionnaires de savoir quand et combien investir dans les technologies énergétiques bas carbone afin de mener une transition durable sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Merci de votre attention. Merci, très intéressant. Au gouvernement, on fait de la modélisation aussi, puis c'est effectivement un enjeu parce que là, en fait, on calibre les modèles sur l'inventaire du Québec, puis on tend vers les cibles 2030 ou 2050. Puis c'est en parallèle qu'on va se poser la question, est-ce qu'on a des déplacements en termes d'ACV? Fait que c'est une approche intéressante. Mais pour EnergyScope, comment est-ce que le modèle vient optimiser ses choix, là, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à optimiser en même temps, s'il y a donc les émissions directes au Québec, puis en termes d'ACV plus largement. Fait comment le modèle gère ça? Alors, il y a deux possibilités dans ce cas-là. On peut soit faire une optimisation multi-objectif, c'est-à-dire qu'on va attribuer des facteurs de normalisation et de poids à chacun des objectifs, donc les différentes catégories d'impact environnemental et le coût total du système, par exemple. Ou alors, on fait on dit une optimisation epsilon, c'est-à-dire qu'on minimise, par exemple, seulement le coût total du système, mais on contraint tous les autres impacts environnementaux sous une limite qui nous satisfait déjà. Donc on peut faire l'une ou l'autre de ces deux options. Parfait, merci, c'est clair. Peut-être juste pour complémenter, quel est l'objectif de cette l'objectif de votre projet va nous estimer à terme quoi installer, quand, comment, j'imagine. C'est surtout le quand qui m'intéresse. Quel est le délai? On connaît le temps d'installation et d'utilisation de certaines technologies. Est-ce que EnergyScope va être à réutiliser tous les 5 ans pour faire d'autres prévisions, toutes les années? Combien de temps on aura pour... Bon, mes questions sont un peu précises, là. Il ne faut pas trop s'emballer, là. Mais je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Là. Oui, parfaitement. Merci pour la question. Donc, en fait, on peut définir l'horizon, c'est-à-dire que là, on le prend par défaut 2050 parce que c'est une date qui est assez populaire pour les politiques environnementales. Et le EnergyScope est défini par un pas de temps qu'on peut définir, c'est-à-dire soit je dis chaque année, le modèle me précise ce que je dois installer, désinstaller, ou alors tous les 4 ans, tous les 5 ans, etc. Et on peut aussi définir la date de début avec l'état initial du système, mais on peut très bien suggérer de le relancer chaque année, tous les 2-3 ans, et de voir ce qu'il nous dit, dans quelle direction on a avancé par rapport à ce qu'il nous avait dit la dernière fois qu'on l'a lancé, et s'adapter en fonction. Oui, c'est parfaitement faisable. Merci, bravo. Alors, merci tout le monde. J'inviterai tous les finalistes à monter sur la scène pour la photo officielle. Et pendant que ces gens, j'oublie le terme, là, le fameux terme, s'actionnent, s'activent, en tout cas, pendant qu'ils montent. Merci à tous d'avoir prêté une oreille aussi attentive. C'est vraiment apprécié. Je pense que nos candidats ont été bien écoutés. Enfin, aussi, je remercie les juges qui ont donné leur temps et leur expertise sur ce projet. Aux mentors qui ont accepté d'accompagner nos finalistes
pendant le présent colloque. J'espère que vous continuerez à avoir des contacts. Enfin, je dois remercier le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, Faune et Parcs pour son support exclusif à cette activité. Merci encore de votre attention. J'inviterai tout le monde à demeurer dans la salle de bal. Le cocktail va être servi ici dans les prochaines minutes. Donc, merci encore et bravo.